Salut à tous, alors dans cette vidéo on va faire un test complet du Lumix G90, l'appareil photo qui me filme actuellement, c'est parti. Il y a un peu plus d'un an, j'avais déjà réalisé une présentation de l'appareil photo quand je l'avais reçu, mais du coup maintenant j'ai pu beaucoup filmer avec et voir tout ce qu'il proposait, et du coup aujourd'hui on va aller le tester à la fois en extérieur et aussi également voir tout ce qu'il propose. On va commencer donc par regarder l'objectif. Donc déjà première chose qu'il faut savoir, c'est pour enlever l'objectif, il va falloir rester appuyé donc sur ce bouton et en même temps venir tourner l'objectif pour qu'il se détache. Donc ensuite on a donc notre capteur, donc c'est un capteur micro 4 tiers, mais c'est mieux de pas trop le laisser comme ça pour éviter qu'il prenne la poussière. Donc ensuite, comme je le disais, l'objectif, donc on est sur un objectif 12-60 f3.5 à f22. Donc la première molette, donc elle sert donc à régler le zoom, donc de 12 jusqu'à 60 mm. Et ensuite la deuxième molette, elle va servir à gérer le focus. On a également un petit pare-soleil. Donc comme je vous le disais, c'est un objectif qui ouvre de 3.5 jusqu'à 22. Donc ce qui veut dire qu'en fait ça va être la profondeur de champ. Plus on va être donc bas, donc plus vers le 3,5, plus et ben en fait on aura notre sujet qui va être net et le reste qui sera flou. Et alors qu'à l'inverse, quand on est à f22, quasiment l'entièreté de la vidéo, même avec une profondeur de champ, sera nette. Donc ça c'était pour l'objectif. Donc maintenant si on regarde plus précisément les menus, donc on va commencer donc sur cette partie de droite. Donc on va d'abord avoir donc la molette principale qui va permettre de changer de mode. Donc on va avoir deux modes qu'on peut configurer, le mode C1 et le mode C2. Mais nous on va surtout s'intéresser au mode vidéo et au mode M, donc qui est le mode manuel. Et donc le reste, donc c'est plein d'autres modes qu'on peut qui sont déjà préconfigurés. Ensuite on a donc le petit bouton on off, donc là rien de bien compliqué. Et ensuite on va avoir donc trois boutons qui vont être assez intéressants. Le premier bouton qui va permettre de régler la balance des blancs, le deuxième bouton qui va permettre de régler les ISO, et la troisième qui va permettre de régler l'exposition. On a également un bouton Rec, donc qui permet, donc lorsqu'on est en mode manuel, de garder les mêmes paramètres que ce soit en photo ou en vidéo. Donc si on veut prendre une photo, il suffit d'appuyer donc sur le bouton ici, et puis si on veut lancer une vidéo, appuyer sur le bouton Rec. Sauf que moi je préfère utiliser le mode vidéo quand j'ai besoin de faire une vidéo, ce qui me permet de garder mes menus spécialement pour la vidéo, et quand j'ai besoin de faire une photo, de basculer sur le mode photo, et ce qui me permet également de garder les menus pour la photo. Donc on a également donc sur cet appareil trois boutons programmables, dont le premier qui se situe juste ici au centre de la molette. Donc si on appuie dessus, on va avoir le choix donc soit de régler l'exposition en tournant la molette qui est le plus vers le haut, ou soit, si on tourne cette molette là, de régler les ISO. Donc voilà ce qui est important à savoir sur cette partie. Et ensuite, donc si on passe de l'autre côté, donc on va avoir une autre molette qui va permettre de régler la caméra en prenant une seule photo, soit le mode rafale 4K, et également deux autres modes qui va permettre de mettre un décompte sur la photo, ou également un autre mode qui va permettre de prendre des photos à intervalles pour faire un hyperlapse. Donc ensuite, si on regarde sur le côté, on aura une molette qui va permettre de déclencher un flash, personnellement je m'en suis jamais servi, et également une petite molette qui va permettre de régler la visibilité pour le viseur. Si on va regarder sur la partie gauche de l'appareil photo, on va avoir donc tout en haut une prise pour pouvoir brancher un micro. Comme vous allez le voir, il y a un écran qui est pivotable, ça va permettre de brancher un micro sans que ça gêne l'écran. On a également ensuite une autre petite trappe où donc là on va avoir une prise pour le casque, une prise micro HDMI et une prise micro USB. Donc maintenant si on regarde sur la face de l'appareil, on va avoir donc en premier la molette qui va permettre de régler soit l'autofocus ou alors le manuel focus. Donc ensuite on va avoir une touche qui va permettre d'aller voir les vidéos et les photos qu'on vient de prendre directement sur l'écran. Ensuite on va avoir la molette du menu où on va pouvoir naviguer dessus. On a ensuite le deuxième bouton programmable FN2 qui va permettre donc de soit supprimer une photo quand on est dans la partie lecture, ou alors de sélectionner le style vidéo ou photo qu'on veut mettre. Et on a également un autre bouton qui va permettre de choisir l'affichage qu'on souhaite sur l'écran.
Et puis donc on a le troisième bouton personnalisable et qui va lui servir à choisir si on veut avoir uniquement le retour sur l'écran, uniquement le retour sur le viseur ou aucun des deux. Si on regarde sur le côté droit, on va avoir une trappe pour pouvoir mettre une carte SD. Donc on peut ne mettre qu'une seule carte SD dans cet appareil photo. On a en dessous la trappe pour mettre la batterie. Donc maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait sur l'extérieur de la caméra, on va allumer la caméra pour se rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme je vous l'expliquais, il y a un écran pivotable et ça c'est vraiment très intéressant, notamment pour les gens qui font de la vidéo, ce qui permet d'avoir un retour assez facilement. Quand on allume la caméra, on tombe donc sur cet écran. Comme je vous l'expliquais, on peut appuyer sur le bouton DISP pour modifier le mode qu'on veut. Donc là on a un mode où on n'a absolument aucune information sur l'écran. Un mode où on va avoir l'horizon pour savoir si notre caméra est droite, un mode où on aura toutes les informations sans avoir de retour vidéo, et un mode où on aura tout simplement aucun écran. Personnellement, moi je préfère laisser le mode où on a l'écran plus les informations qui sont écrites en petit au-dessus. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, si on appuie donc, sur le premier bouton programmable, on va nous proposer sur l'écran la molette qu'on choisit, et ce qui va nous permettre donc de régler, donc comme je vous expliquais, l'exposition. Ou alors, si on appuie dessus et qu'on choisit la première molette, ça va permettre de régler les ISO. Faire un timelapse, on va pouvoir choisir donc le nombre de photos que l'on veut faire, à partir de quand et l'intervalle entre chaque photo. Et ensuite, pareil, donc pour le mode de retardement, on voit qu'il y a écrit 10 secondes. Il y a également donc, le bouton FN3. Quand on va venir se rapprocher donc du viseur, il va détecter et il va venir éteindre l'écran, et dès qu'on s'en écarte, il va se rallumer. On a également donc le mode où on a uniquement le retour donc dans le viseur, et le mode où on a le retour uniquement sur l'écran. Personnellement, moi je laisse toujours ce mode là parce que c'est vrai que ça me saoule un peu dès que je me rapproche sans faire exprès, ça vient éteindre l'écran, et vu que je m'en sers rarement pour faire de la photo, je préfère laisser ça comme ça. Comme je vous l'expliquais aussi tout à l'heure, on peut également choisir le mode de focus manuel ou automatique, et ce qui est bien avec le focus manuel, c'est que quand on va venir le modifier, il va avoir un petit écran zoomé qui va nous permettre de déterminer si on est vraiment net ou pas. Ensuite, donc on a le bouton de lecture. Quand on appuie dessus, on va tomber sur les précédentes vidéos que l'on a réalisées. Si on appuie sur FN2, on va pouvoir choisir d'effacer. Si on appuie ensuite une fois sur les menus, donc on va tomber donc sur tous les menus. Donc on peut régler, donc là vu que je suis en mode vidéo, les réglages en mode de la vidéo, mais quand on passe en mode photo, ça devient les réglages du mode photo. Ensuite, donc là, on a des réglages vidéo qui sont plus importants. On peut choisir la qualité d'enregistrement. Donc pour cet appareil, ça va aller de la 4K à 30 images par seconde. On peut également faire de la 4K à 24 images par seconde et 25 images par seconde. Par contre, le gros problème avec la 4K, c'est que ça va venir faire un crop numérique sur la vidéo de 1,26. Du coup, c'est assez contraignant parce que du coup, si on a besoin d'un très grand angle, et filmer en 4K, ça va nous cropper l'image, et ce qui peut être assez problématique pour certaines personnes. Et donc ensuite, on a plein d'autres paramètres, mais je vais pas vraiment rentrer dans les détails, sinon ça risque d'être un petit peu long. Quand on est directement sur l'écran d'affichage, si jamais on met FN2, ça va nous permettre de choisir le style d'image qu'on veut. Il en existe différents, et notamment un donc, qui a retenu mon attention, et c'est justement ça qui m'a fait choisir cet appareil photo, c'est qu'on peut filmer en log. Donc log, pour ceux qui savent pas, c'est un profil d'image qui est très désaturé, très gris, et ça va permettre après en post-production et au montage de venir retoucher les couleurs et d'avoir beaucoup plus d'informations dans l'image. Donc ça c'est vraiment un très bon point pour cette caméra, parce qu'il y a d'autres caméras qui sont plus chères dans la gamme Lumix et qui ne proposent pas cette fonction. Donc on a également les profils d'image, on va dire, plus classiques avec le standard, le éclatant, le naturel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, quasiment toutes mes vidéos, je les filme en log pour avoir la meilleure qualité et pour ensuite les retravailler en post-production. Ok, alors maintenant on se retrouve en extérieur pour faire les tests sur le terrain de l'appareil photo. Donc là actuellement je filme en 12 mm en Full HD et sans stabilisation. Donc là ça va être l'angle le plus grand qu'on va pouvoir avoir, parce que sinon il y a deux facteurs qui vont provoquer un crop dans l'image. Le premier, ça va être si jamais on filme en 4K, ça va venir rétrécir le champ de vision, et également si on active la stabilisation, ça va provoquer du coup, pour qu'on puisse stabiliser, ça va venir rogner la vidéo
pour pouvoir faire une image stable. Donc là je viens de mettre la vidéo en 4K, donc logiquement ça va venir un petit peu rétrécir la vision sur les côtés. Là je viens en plus de rajouter la stabilisation, donc ça vient encore crouper sur les côtés. Donc là si je récapitule, je suis toujours en 12 mm avec la 4K et la stabilisation. Donc là par rapport au premier plan que j'ai fait où c'était le plus grand angle, là ça va être l'angle le plus serré que l'on va pouvoir avoir. Donc j'ai mis la stabilisation, mais je suis sur un trépied donc il n'y a pas forcément besoin, mais c'était juste pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça rendait. Donc ça effectivement ça va être un peu, on va dire, le plus gros point faible sur ce boîtier, parce que si jamais on a besoin de se filmer de proche, et ben ça va être assez contraignant. Alors maintenant on va passer au test du son, et donc je vais essayer avec 3 micros différents. Donc, en premier avec le micro interne de l'appareil photo, ensuite avec un micro Rode et ensuite avec un micro cravate pour voir la différence. En ce moment il y a énormément de vent au moment où je tourne, donc je pense que ça va être pas mal de voir la différence, et donc là je filme avec le micro interne. Donc là je viens de changer de micro, donc je suis avec le Rode Vidéo Micro, donc c'est l'entrée de gamme de chez Rode. Et donc si je récapitule comme tout à l'heure, donc là je suis en Full HD à 25 images par seconde avec la stabilisation donc activée, donc toute la stabilisation est activée. Donc là c'est on va dire la meilleure stabilisation possible sans aucun autre moyen de stabilisation comme un stabilisateur. Et donc maintenant je passe avec le dernier micro. Donc là j'enregistre avec le Holyland Lark M1. Donc c'est un micro cravate, on va dire pareil, c'est entrée de gamme même si c'est quand même assez cher. J'en avais fait une vidéo il y a pas longtemps et c'est vrai que maintenant c'est le micro que j'utilise tout le temps et je le trouve vraiment bien, et je pense qu'on va vraiment voir la différence entre les trois. Le dernier test qui va être le test de la stabilisation, et donc je vais faire 3 essais différents. Donc un avec sans stabilisation du tout, ensuite un autre avec la stabilisation donc interne de l'appareil comme actuellement, et puis après un troisième essai avec un vrai stabilisateur. Donc on a bien vu qu'il y avait quand même une grosse différence entre sans stabilisation et avec la stabilisation interne de l'appareil, mais c'est vrai que par contre la stabilisation interne de l'appareil, même quand elle est activée, quand on marche ça va, ça va encore, mais bon, quand on court on voit quand même que ça fait beaucoup de tremblements et que c'est pas vraiment exploitable. Et donc dernier test pour remédier à ce problème, ça va être d'utiliser donc un stabilisateur, donc un vrai stabilisateur cette fois, et donc celui que j'utilise c'est le Zhiyun Weebill S. Alors comme quasiment sur tous les tests que je fais, j'ai trouvé des points positifs et des points négatifs. Donc on va commencer par les points positifs. Donc le premier, c'est le fait qu'il puisse filmer en log. Donc ça, comme j'expliquais, c'est même sur les modèles supérieurs de la gamme, il n'y est pas forcément. Donc c'est vrai que sur un boîtier qui est abordable comme celui-ci, c'est quand même un très bon point. Deuxième point positif, c'est également, comme je viens de le dire, le prix, parce que c'est vrai qu'il est en dessous des 1000 €, et quand on voit tout ce qu'il propose, c'est quand même assez intéressant par rapport à ce que fait la concurrence pour les mêmes qualités. Troisième point positif, c'est les menus, ils sont bien organisés et on navigue facilement dedans, donc là c'est un très bon point. Quatrième point positif, je trouve, c'est la disposition des touches et la maniabilité de l'appareil. Je trouve que toutes les touches sont assez bien positionnées quand on en a besoin. Au niveau des points négatifs, le premier, comme vous en doutez, ça va être la stabilisation, parce que malgré la stabilisation 5 axes, on a bien vu là dehors que franchement quand on court ou même quand on marche, on voit énormément de tremblements par rapport quand on utilise un stabilisateur où là on va vraiment être sur quelque chose de stable. Donc là, premier point négatif et franchement un très gros point. Deuxième point négatif, ça va être au niveau du son. Pareil, on a bien vu en extérieur que le micro interne est franchement pas très bon, et quand on voit la différence avec un micro cravate ou même avec le Rode Vidéo Micro, on voit tout de suite la différence. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce qu'il faut savoir sur ce boîtier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ce sera un plaisir d'y répondre. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!